Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Promouvoir des politiques industrielles positives en fournissant au gouvernement des services conseils sur les politiques générales et piloter le développement entrepreneurial en facilitant l'accès au financement sont entre autres quelques aspects du programme de la Banque africaine de développement permettant d'accélérer l'industrialisation en Afrique. On fait le point sur les avancées du projet d'industrialisation du continent avec nos invités en plateau. Ibrahima Koné est avec nous, bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. Vous êtes docteur en mathématiques, expert en intelligence artificielle. Nous allons voir donc l'apport de toutes ces compétences des mathématiciens, de ceux qui sont génies en intelligence artificielle au développement du continent africain et à tout ce qui est industrialisation. Okay. Avec nous sur le plateau, Daniel Saïfo, bienvenue sur notre plateau. Merci monsieur Omar. Au plaisir de nous retrouver. Bien sûr. Dans la question d'industrialisation, tout le monde a sa place. Vous êtes juriste, oui. Membre de la société civile. C'est ça. Alors, entrons dans le vif de notre sujet. Première question, docteur Ibrahima. L'Afrique est-elle industrialisée? On dira non. Pourquoi? Et à quel niveau est-ce que nous en sommes? Pourquoi on n'est pas industrialisé? On dira majoritairement parce qu'il y a un problème de déficit de volonté politique. Et on a à quel niveau? On va dire qu'on est au début du processus, mais il y a plusieurs niveaux en Afrique. Certains pays sont très avancés, l'Afrique du Sud, le groupe du Maghreb, Maroc, Tunisie, Égypte. Et il y a ceux qui sont un peu en arrière, qui sont en train de pousser. Et dans ces 10 dernières années, il y a eu de vraies avancées. Donc, globalement, sur les 25 pays qui sont en avance en Afrique, il y a une certaine avancée sur ces 10 dernières années. Donc, on peut dire qu'il y a des pays qui sont des exemples, qui font des efforts, et ces efforts-là sont perçus. Par contre, il y en a d'autres qui sont à la traîne. Alors, quel est votre avis sur le niveau d'avancement? Bon, il faut dire que globalement, les pays sont en train de faire des efforts. Et ces efforts-là, déjà, il faut les saluer, il faut les reconnaître. Ce que nous disons qu'ils sont conscients que ce n'est pas suffisant. Parce que l'industrialisation conduit inexorablement vers le développement. Ça conduit vers la richesse du pays. Donc, si le gouvernement veut que le pays devienne riche, il faut inexorablement passer par l'industrialisation. Y a-t-il des gouvernements qui ne veulent pas que le pays s'enrichisse? Et ça, c'est la question. Et donc, ils préfèrent passer par d'autres moyens qui existent, on les concède, mais l'industrialisation est dans presque tous les secteurs, est dans presque à tous les niveaux de la vie d'un État. Aussi bien au niveau tertiaire qu'au niveau primaire, donc dans l'agriculture, l'industrialisation permet de faire évoluer les choses. D'accord, regardons dans la sous-région, on a le Nigeria, on a la Côte d'Ivoire que vous maîtrisez certainement le mieux. Quel est le niveau d'avancement? La Côte d'Ivoire est un pays agricole. Le succès, dit-on, de ce pays repose sur l'agriculture, avec tout ce qu'on sait par rapport à la Côte d'Ivoire. Quel est votre avis sur la façon dont les choses évoluent? Bon, en regardant les chiffres de façon froide, la Côte d'Ivoire, c'est le 13e pays en termes de niveau d'industrialisation en Afrique sur les 52 étudiés par la BAD. On est juste derrière le Sénégal, le Nigeria pour l'Afrique subsaharienne. Où est-ce qu'on en est? Comme on en parlait tout à l'heure, au niveau de l'anacarde, il y a des choses qui sont faites. Au niveau de l'EVA, comme Saïfou l'a dit, un peu moins. Le cacao, il y a des choses qui sont faites. Donc, il y a des choses qui sont faites. On a pris un peu de retard avec les années. Mais il y a des initiatives qui sont à saluer et qui tendent à penser que si on continue sur cela, sur le long terme, on va arriver à un niveau intéressant dans quelques années. D'accord. Revenons à une notion très importante, l'industrialisation. Alors, quelle est votre compréhension de cette notion? À quel moment pourrait-on dire qu'un pays est industrialisé? Parce que bien des fois, si on n'a pas cerné concrètement cette notion, on peut avoir l'impression que nous n'y arriverons certainement jamais. Ce qu'il faut dire, c'est que l'industrialisation, ce n'est pas transformer pour consommer soi-même. Ce n'est pas seulement ça. Parce que quand on crée des véhicules, par exemple, nous sommes au niveau de l'industrialisation, mais c'est pour exporter aussi. Donc l'industrialisation consiste en la transformation des matières premières de façon mécanique. Donc si nous avons mécanisé nos matières premières, si nous avons industrialisé, donc mécanisé nos procédés, ça permet au pays d'aller vite. Donc c'est ça qu'il faut retenir en termes d'industrialisation. Et il y a des actions sont faites dans le domaine agricole, par exemple. Et là, on demande à l'État, puisque la Côte d'Ivoire est un pays dont l'économie repose sur l'agriculture. Cette notion, on peut la discuter aujourd'hui, mais sinon, traditionnellement, c'est ça.
Et si nous disons que ce pays repose sur l'agriculture, il faut mettre des mécanismes en place pour arriver vers l'industrialisation du secteur agricole. Donc l'industrialisation du secteur de cacao, de la filière EVA, de l'ANACAD. On a un candidat de 2010-2015 qui parlait de construire des centres qui vont transformer le manioc en de la ticket, mais de façon industrialisée, donc de façon industrielle pour la grande commercialisation. Ce sont des idées, ce sont des valeurs qu'il faut adopter et donc qui vont nous permettre de pouvoir développer le pays dans sa richesse. Quand on regarde certains produits, vous l'avez dit tout à l'heure, l'anacarde, il y a même un salon qui permet de promouvoir ce secteur. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport au secteur de l'anacarde, avec les questions d'équipement, la technologie qui va avec, tout ça. C'est ça. Les acteurs du secteur se sont rendus compte que exporter l'anacarde brute, ça permet de gagner de l'argent. Mais quand on commence à le transformer, dès la deuxième transformation, on démultiplie les ressources. Donc c'est tout à fait pertinent d'y aller dans ce sens. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on importe les usines carrément, on les monte ici, elles font la transformation. Ça, c'est le premier niveau. Le niveau pour nous, c'est d'arriver à concevoir ces appareils-là, les fabriquer localement et nous aussi les exporter chez les autres en même temps qu'on exporte les produits finis. C'est ça vraiment l'horizon qui doit être pertinent pour nous et non pas seulement que faire de l'assemblage et du montage ici. D'accord. Toujours au niveau de l'industrie manufacturière, on parle bien des fois aussi au niveau de la production agricole, il y a l'EVA qu'aujourd'hui, je vais dire, on en parle assez, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau de l'EVA. Mais est-ce que nous sommes parvenus à industrialiser ce secteur? Un tout petit peu. Et pour pallier à ce déficit, le Premier ministre Hachi Patrick a fait une tournée où il a invité les industriels de la filière EVA à passer à la deuxième et à la troisième transformation. Ça garantit un revenu meilleur que être simple producteur. Alors tout doucement, première transformation c'est laquelle? Deuxième et la troisième, quel est le processus? Ça dépend des filières. Okay. Donc dans l'EVA par exemple, la première transformation, ce sont les usines que vous avez ici, on ne va pas les citer, mais elles permettent juste de prendre le fond de tasse, de le compacter, donc de le rendre dans le jargon, on appelle ça TSR, et donc une fois que c'est en TSR, on peut exporter. Et quand on exporte, c'est ce TSR que les grands industriels, donc les grands pneumatiques vont utiliser pour en faire des pneus, donc des produits finis. Et voilà. Donc, si on passe à la deuxième transformation, qui constitue pour nous de faire des pneus, ça marche. Le prix d'un pneu en Côte d'Ivoire, le prix d'un pneu, il est vendu beaucoup plus cher que le prix d'un kilo de TVA. Donc c'est là véritablement qu'il y a de l'argent. Il y a même des endroits où, avec les VA, on peut faire des bâtiments. Donc il y a des études pour ça. Donc on fait de la construction avec de l'EVA. Et ça, nous sommes dans la troisième transformation. L'Afrique gagnerait vraiment à y aller. Non, l'Afrique gagnerait beaucoup d'argent. Le producteur gagnerait beaucoup d'argent. Parce que si nous sommes dans l'industrialisation et que les unités industrielles sont installées ici, vous allez voir que la matière première va forcément prendre un coup. C'est comme ça. S'il y a plus d'usines et que la production suit, vous allez voir que le prix de l'EVA aujourd'hui, nos parents sont en train de pleurer, le prix de l'EVA va connaître une remontée vraiment très spectaculaire. Alors quel est votre regard également sur l'industrie extractive avec toutes ces sociétés étrangères qui sont installées en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et qui travaillent sur les minerais, sur les ressources extractives? C'est à peu près la même problématique. Quand on extrait le minerai brut, il a de la valeur. Mais quand on commence à le transformer, ça démultiplie la valeur. On est au stade où on a l'extraction. L'idée, c'est d'arriver à faire une première, une deuxième, une troisième transformation. Et ça, le chemin, il est tracé. Ils ont pour le moment la compétence, ils ont le matériel. Il faut juste que nous nous associons à eux et que ce transfert-là de technologie et de compétences se fasse pour qu'à un moment donné, on puisse prendre le relais avec nos propres industries et nos propres équipements. D'accord. Parlons justement de compétences et de transfert de compétences. Les industries qui s'installent viennent avec leurs ouvriers, la plupart du temps, enfin les experts. On utilise parfois des ouvriers sur place, mais on le disait hors antenne, l'Afrique a les compétences qu'il faut. L'Afrique a les hommes qu'il faut, mais il ne manquait que de la volonté politique. Pourquoi est-ce que nous en sommes là? Déjà, en Côte d'Ivoire, il y a de la compétence. Et il y a de la compétence pour fabriquer des usines. Il faut que l'État prenne la conscience nécessaire et la responsabilité selon laquelle il y a de la compétence en Côte d'Ivoire. Donc les usines que les industriels exportent, on peut faire ça en Côte d'Ivoire. De la même manière, on dit que pour créer une société de droit ivoirien, il faut que le premier responsable soit ivoirien. On peut prendre des mêmes mesures pour dire que les équipements qui doivent être produits ici doivent être locaux.
Donc, au lieu de transporter une industrie depuis l'extérieur pour l'envoyer en Côte d'Ivoire, vous voyez une entreprise locale qui vous fabrique ça. On a plein d'ingénieurs. Et c'est justement parce qu'il n'existe pas de telles dispositions que des investisseurs préfèrent prendre tout le stock à l'extérieur pour envoyer en Côte d'Ivoire. Et ça, nos ingénieurs qui sont ici, mais ils en payent le prix. Sinon, on a de la compétence. On a vu par exemple pendant la crise de coronavirus qu'il y a eu beaucoup d'ingéniosité, des personnes qui ont créé des respirateurs artificiels. On a vu qu'il y avait de la compétence, il y avait de la matière, mais une fois la situation rétablie, tout a été rangé au tiroir. Ça veut dire qu'on va encore aller exporter tout ce dont on a besoin. La question, elle revient. Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces compétences et bien des fois, elles sont rangées au tiroir? C'est ce qu'on disait précédemment. Maintenir un effort constant sur une période assez longue pour que ces compétences soient aguerries, soient rodées, fonctionnent correctement et qu'à un moment donné, même si on s'arrête, on ne perd pas tous les acquis. Parce que comme vous l'avez dit, quand on s'arrête comme ça, au moins le prochain problème, on aura perdu les acquis, on va recommencer. Le recommencement dans l'ingénierie, ça ne fonctionne pas. C'est la continuité qui fonctionne. Et la continuité, sur un effort assez long, c'est là qui devient pertinent. D'accord, prenons quelques exemples en Afrique quand même qui sortent du lot. Qu'est-ce qui fait la force de ces pays qui sont des concepteurs de véhicules, qui importent des véhicules qui sont bien avancés en matière d'industrialisation? Déjà, il y a une politique, il y a une volonté politique de faire d'un pays un pôle économique puissant. À partir de ce moment où vous avez cette conviction, vous travaillez dans ce sens. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire n'a pas. Effectivement, la Côte d'Ivoire, là, elle est en train de faire des efforts pour arriver à être très compétitive dans le domaine industriel. Donc, si vous mettez en place une politique, et comme j'ai dit, l'industrialisation, c'est un cheminement. Vous informez, donc vous formez les masses sur ce que c'est que la nécessité de pouvoir travailler dans les différentes industries et non être seulement bureaucratique. Vous permettez aux entreprises qui sont des industriels, au niveau local bien sûr, de pouvoir avoir accès à des financements. Et même les entreprises locales, vous les formez elles-mêmes à être compétitives. Je me rappelle d'une phrase de Vincent Toby qui disait qu'il a voulu travailler avec un opérateur en Côte d'Ivoire. Il n'a pas voulu prendre des expatriés. Et il a appelé le monsieur, il dit non, au lieu de samedi, moi je ne travaille pas samedi. Et il a fait patienter comme ça pendant 3 jours, 4 jours finalement. Il dit, si j'avais donné mon marché à une personne extérieure, ça aurait été facile. La personne, même dimanche, allait courir pour venir. Donc il y a tout un travail d'instruction qu'il faut faire auprès même de ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui veulent qui veulent avoir des marchés et qui veulent se développer. Donc aussi bien que l'État doit jouer sa partition avec une politique d'industrialisation, aussi bien les acteurs industriels en Côte d'Ivoire doivent être formés à ce que nous sommes sur un marché compétitif. Donc si tu dors sur tes lauriers, tu ne pourras vraiment pas avoir quelque chose. C'est à vous, c'est à nous, en tant qu'industriels ivoiriens, de pouvoir se battre et prendre des positions, déjà en Afrique, en Côte d'Ivoire, prendre des positions en Afrique et pouvoir nous exporter au niveau international. Sur la même question, du Maroc, de l'Afrique du Sud, vous avez cité certains pays qui sont bien avancés. Qu'est-ce qui a fait leur force à tel point que chaque année ou toutes les années, on a l'impression qu'ils font un pas de plus? Et le Maroc, c'est un bon exemple pour nous, qui est l'un de nos premiers investisseurs. Le résultat du Maroc aujourd'hui, c'est 20 années d'efforts. Et ça, c'est le ministre du Commerce qui le dit. Depuis 20 ans, ils ont décidé de devenir une nation exportatrice de véhicules. Et ils se sont lancés dans ce sens-là. Aujourd'hui, le Maroc, c'est 200 000 ouvriers dans l'industrie automobile, 15 000 ingénieurs, 160 usines. Ça ne s'est pas fait en 1 an ni en 2 ans. C'est sur 20 ans. Donc, volonté politique, effort continu sur le temps et ça donne des résultats assez immédiats. Alors, tous les 20 novembre sont dédiés à la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Quelle est l'importance d'une telle journée et depuis lors, qu'est-ce qui est fait constamment par rapport à cette journée de l'industrialisation du continent? Déjà, ce genre de journée, c'est très important parce que déjà au niveau de l'image, nous nous positionnons dans le cas des pays qui sont en train de s'efforcer à arriver vers l'industrialisation. Quand nous avons ce genre de journée, l'État est mis en lumière, les industriels, donc les personnes qui sont dans le domaine de l'industrie, qui sont dans le domaine des technologies, peuvent se mettre en avant et pouvoir avoir des facilités d'acquisition de parts de marché, d'avoir des facilités de financement pour valoriser leur production. Et c'est ça qui est le plus important. Donc ce genre d'événements doivent être suffisamment médiatisés, mais on ne doit pas s'arrêter là. C'est-à-dire quand tu fais ça, c'est parce que tu as mis une politique d'industrialisation derrière qui te permet à toi-même
de reconnaître certains talents et donc certains produits pour lesquels tu veux te positionner. Les véhicules, aujourd'hui même le Ghana en fait. Pour faire les véhicules, peut-être même que le docteur même peut nous faire sortir un schéma, c'est possible. Donc on a la compétence, mais il faut un réel programme et il faut un réel programme qui sera suivi de façon continue. Si ce n'est pas ça, on ne pourra pas évoluer. Donc quand je dis de façon continue, je termine pour dire, tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas évoluer. C'est la paix seule qui garantit que tous ces programmes que nous mettons en place puissent effectivement s'exécuter dans le temps et dans l'espace. Vous l'avez dit, avec une situation sociopolitique de ni paix ni guerre, ce sera un éternel recommencement. Exactement. Donc les pays qui sont en avance jouissent d'une paix stable. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils peuvent avancer. Il a parlé tout à l'heure de programme. La question d'industrialisation n'est pas que la préoccupation des États des différents pays. Il y a aussi la Banque africaine de développement qui en a fait, on pourra dire, son cheval de bataille. Il faudrait qu'on parle plus ou moins de ces programmes et ces initiatives par rapport à l'industrialisation du continent. Bon, typiquement, la Banque africaine de développement a mis en place 6 programmes. Bon, pêle-mêle, c'est la promotion des politiques d'industrielle positive, développement des marchés des capitaux, promotion et pilotage du développement entrepreneurial, la promotion des partenariats stratégiques et le développement des niches industrielles. Globalement, dans tout ce dont on est en train de parler là, c'est à peu près ce dont il a une question là. Et l'idée pour eux, c'est à chaque fois, sur chaque point, de mettre un accent particulier, d'impliquer les acteurs politiques régionaux concernés et pour pouvoir créer cette synergie là pour que tous ensemble on puisse aller les uns vers les autres. Parce qu'on est 52 pays, on ne va pas tous faire la même chose, on peut se compléter et c'est là où la coopération suture va prendre tout son sens. D'accord, on a parlé tout à l'heure de volonté politique, c'est bien vrai, mais comment est-ce que les autres acteurs, le secteur privé, les PME, les inventeurs, peuvent-ils se sentir concernés au point d'apporter leur part véritablement au développement du continent africain? Quand on prend les programmes africains qui sont développés dans le cadre de la promotion de l'industrie, on va se rendre compte que beaucoup sont directement liés avec les États. Donc les individus n'ont pas forcément la capacité de pouvoir demander des financements sur le marché international et recevoir ce genre de financement. L'État fait son programme, les individus souscrivent à ce programme et dans ce cadre-là, ils reçoivent un certain nombre de financements pour pouvoir se positionner. Donc déjà, il y a ça qui existe. Donc il faut que nos ingénieurs déjà sachent ça. Maintenant, une fois que tu sais ça, en plus, il faut t'entourer de compétences nécessaires pour la recherche de financement. Parce que la recherche de financement n'a rien à voir avec la technique. Tu peux avoir la technique, l'ingéniosité, mais si tu n'as pas la méthode de recherche de financement nécessaire, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, on voit au niveau du ministère de l'Industrie qu'il y a des fonds qui sont dégagés, il y a des programmes qui existent. Est-ce que tout le monde sait ça? Non, je veux dire, tous les industriels, est-ce qu'ils le savent? Donc, il y en a cette question qu'il faut qu'on résolve rapidement. Et en plus, il faut qu'on mette à disposition des fonds directement du marché international, du marché africain, pour que les personnes, donc les ingénieurs, les inventeurs d'ici, puissent directement aller sur ce marché. Sinon, si on reste seulement au niveau de l'État, l'État a plusieurs chantiers. Donc, en fonction de ces chantiers, il a des responsabilités et des priorités. Alors que si le marché est ouvert aux simples citoyens qui peuvent aller sur le marché du Burkina, qui peuvent aller sur le marché africain, par exemple, pour aller demander automatiquement un financement vis-à-vis d'un produit qu'il aura développé ou vis-à-vis d'un produit qu'il veut développer, je pense que ça va donner un coup de pouce à ce système que nous sommes en train de mettre en place, à ce système que nous sommes en train de construire. D'accord, sur la même question, par exemple, l'UEMOA qui a des programmes pour encourager les jeunes, pour encourager les startups, encourager les investisseurs à aller dans certains domaines pour éventuellement booster l'économie africaine. Toujours sur la même question. Et bien, vous avez parlé de l'UEMOA, il y a le programme phare actuellement qui est la ZLECAf, qui est le plus gros projet, on va dire, de la zone de libre-échange. Exactement. Donc ça s'inscrit dans l'ensemble. Il y a l'Union africaine aussi qui a un certain nombre de projets. Donc comme Saïfo l'a dit, il y a plusieurs possibilités. Donc il faudrait que soit les ingénieurs, soit les juristes, soit les commerciaux de ces équipes-là aillent vers ces projets-là, les soumettent et rechercher des financements. Parce qu'au final, on a une idée, on a un prototype, on a besoin de financement pour passer à l'industrialisation. D'accord, parlons un peu encore de la formation. La Côte d'Ivoire a eu une initiative de création de centres et de lycées dans le domaine technique pour brasser un certain nombre de filières pour répondre aux besoins du marché. Parce que quand on parle d'industrialisation, c'est les filières techniques, etc. qui vont être créées. Quelles vont être les retombées sur la population quand le pays est industrialisé au plan économique, au plan social, au plan sécuritaire, etc. Déjà, c'est un marché
qui permet d'avoir de la main-d'œuvre. Quand vous avez les lycées professionnels, moi je connais des personnes qui ont été formées dans les lycées professionnels, l'avantage qu'ils ont là-bas, c'est que c'est vraiment un lycée professionnel, donc ils disposent des outils pour pratiquer le métier pour lequel ils sont en train de se former. Quand vous partez en soudure par exemple, vous avez des personnes qui pratiquent le métier, donc quand ils sortent, ils ne sont pas... pour prendre un peu l'exemple de ceux qui ont fait l'école générale, ils ne sortent pas ex nihilo comme ça. Des généralistes. Voilà, ils ne sont pas des généralistes, ce sont des techniciens, ce sont des praticiens de ce qu'ils font. Et donc, eux, ils constituent une très bonne base pour les industriels. Donc, pour tous ceux qui veulent faire de l'industrie. Et eux, ils peuvent apporter une main-d'œuvre conséquente à la réalisation de tous ces projets. Toujours sur la question de la formation, en termes d'enjeux de formation par rapport à l'industrialisation. Effectivement, comme on l'avait dit tout à l'heure, le Maroc, c'est 11 millions d'habitants, 15 000 ingénieurs. La Côte d'Ivoire, c'est 26 millions d'habitants et chaque année, on en produit à peu près 500. Donc, vous voyez la différence. On a un marché qui est là, on a un besoin vraiment de formation. Est-ce que ces 500 sont exploités d'ailleurs? C'est ça. Les 500, il y a beaucoup de reconversions. Il y a possiblement des reconversions parce que le marché n'est pas forcément existant. Donc, oui, on doit bien les former, mais on doit aussi donner la possibilité d'exercer leur métier de la meilleure façon possible. Donc là, on en revient à la fameuse volonté politique, mettre en place des initiatives, ouvrir des usines ou les fabriquer et ainsi de suite. D'accord, parlons de défis pour le continent africain. Le continent africain regorge des terres arables les plus vastes. Il est dit que l'Afrique va nourrir le monde entier. On en parle, on a dans nos sous-sols tout ce qu'il y a de bon, de merveilleux. On a vu le cas du Gabon, le cas de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, qui ont toutes ces ressources en termes de défis. On en parle sans cesse. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, selon vous? Déjà, il faut instaurer un climat de paix. Sans la paix, quel que soit le programme que tu mets en place, ça va toujours aboutir à un éternel recommencement, ça va toujours aboutir à un échec. Quand nous avons un climat de paix, nous pouvons mettre en œuvre ce que nous avons réfléchi ensemble. On prend l'État de Côte d'Ivoire qui dit qu'aujourd'hui, dans le domaine agricole, il veut ce qu'on appelle des champions. Donc, il veut mettre en place des industriels capables de pouvoir aller à la deuxième, à la troisième transformation dans le domaine agricole. C'est bien, mais s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas faire. Ça, c'est un. Deux, c'est bien qu'on veut aller à ce niveau. L'État, qu'est-ce que l'État va faire? L'État va faire des facilités de paiement des impôts, de la TVA aux industriels, va accorder des facilités de crédit aux industriels. Ça, c'est à encourager. Ce sont des actions concrètes comme ça dont les gens ont besoin. Organiser des séances de formation avec les industriels eux-mêmes. Parce que des fois, tu peux être, comme je l'ai dit, tu peux être seulement dans ta bulle. Ouais. Mais les autres forces qui régissent ton activité, tu ne les maîtrises pas forcément. Donc, il faut qu'on puisse mettre en place un modèle de financement. Moi, je souhaite que ça ne soit pas limité seulement au niveau de la Côte d'Ivoire. Que ce soit les États qui créent des fonds pour que les ingénieurs et donc les industriels africains puissent automatiquement aller sur ce genre de marché, pouvoir recueillir les fonds. Sinon, au niveau de l'État seulement, il y aura un problème. Il faut que l'État mette en place des mécanismes de formation qu'au niveau du ministère de l'Industrie, je pense que ça existe déjà. Il faut mettre en place des séances de formation pour donner une base solide dans les différents domaines. Aujourd'hui, nous avons ChatGTP qui existe. Comment est-ce que ça peut nous aider dans le cadre de l'automatisation, par exemple, d'un service? Donc, c'est ça que nous devons mettre en place pour évoluer. D'accord, très bien. Docteur Ibrahima, tout à l'heure, vous parliez des conditions requises de travail qui doivent être mises en place pour faciliter le travail des ingénieurs et bien d'autres personnes. Il y a aussi la diaspora africaine. Il y a les compétences qui sont dans d'autres nations, les meilleures compétences. Comment faire en sorte de capitaliser toutes ces compétences, surtout dans le programme, dans le projet de l'industrialisation de l'Afrique? L'avantage de la diaspora africaine, c'est que dans la majorité des cas, elle est très, on va dire, disponible pour venir en Afrique pour aider le continent. Et ça, c'est une chose importante. L'idée, c'est de leur proposer un projet valable qui puisse leur permettre de contribuer de façon claire au développement de l'Afrique. Ensuite, évidemment, il faut leur permettre d'avoir un niveau de vie. Évidemment, pas celui de l'Occident, mais quelque chose qui est correct, qui puisse leur permettre d'élever leurs enfants, de vivre à peu près correctement comme les autres compatriotes. Et ça va donner un élément important. Juste un exemple. Tesla, lorsque Elon Musk a racheté Tesla, oui, il fabriquait des voitures de façon quasi artisanale. Quand il a voulu passer au niveau supérieur, il s'est rendu compte qu'on ne peut pas bricoler. Il a juste débauché des ingénieurs de Mercedes, BM qui sont venus et qui les ont amenés à un autre niveau. On est vraiment à ce stade-là. Ces compétents sont à l'étranger. On peut les faire venir. Ils ont le savoir-faire.
avec ceux qui sont sur place, on les met ensemble et ça peut nous donner de l'avance. Vous êtes un peu à cheval entre le Canada et la Côte d'Ivoire, c'est tellement une diaspora aussi africaine. Est-ce que vous avez un projet de venir vous installer en Côte d'Ivoire, en Afrique, en développant tout un projet? Clairement, oui. Bon, là, pour le coup, je suis vraiment à la disposition de mon pays. Et oui, c'est une chose à laquelle je réfléchis très, très fortement. Donc, en dehors des émissions comme celle-là, il y a les activités d'enseignement. Et je sais qu'on peut de regarder sur les territoires ce qui se passe. Très bien. On a eu du plaisir à échanger avec vous sur la question de l'industrialisation. D'autres plateaux seront certainement créés pour qu'on puisse approfondir, voir l'évolution de la question de l'industrialisation. Vous y croyez vraiment? Bien sûr. Et moi, je crois à cette question, surtout dans le domaine agricole. Surtout dans le domaine agricole. Avant, on vendait des fèves d'EVA. Maintenant, on vend pâte d'EVA. Ça fait que ça a bonifié le prix. Avant, on faisait la saignée de l'EVA avec des couteaux. Maintenant, on parle de couteaux intelligents. On parle de couteaux mécanisés. Qu'on puisse pousser encore dans la réflexion pour que nous soyons véritablement au niveau agricole. Si au niveau agricole, nous avons bien insérer l'industrialisation à l'intérieur, vous allez voir que le pays va forcément connaître un pot. Très bien, il n'y a pas de complexe à avoir. Docteur, vous l'avez dit, il y a les compétences, il y a les hommes pour le faire, juste la volonté politique. Et je pense que ceux qui nous suivent, nous entendent, le comprennent si bien. Merci, docteur Ibrahim Koné. Nous avons été très très heureux de vous recevoir encore pour cette émission. Vous êtes expert en intelligence artificielle, docteur en mathématiques. Oui. Merci également à Daniel Saifo, qui est juriste, membre de la société civile. Merci pour vos analyses. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.